Le paradoxe des business schools. Hamid Bouchiki, bonjour. Bonjour. Hamid Bouchiki, professeur à l'ESSEC. Le paradoxe des business schools, c'est quoi ce paradoxe? C'est un paradoxe en fait très simple à formuler. Les business schools sont des lieux qui promeuvent, qui prêchent l'innovation. Et quand on regarde leur évolution en tant qu'organisation, en fait, elles sont engagées dans un processus de mimétisme de plus en plus accentué. Donc, du coup, ceux qui prêchent l'innovation sont ceux qui aujourd'hui semblent les moins à la pratiquer. Pour être bien clair, voilà. Qui prêchent, c'est-à-dire qui enseignent l'innovation, qui sont censés faire des recherches en management de l'innovation, etc. Ces business schools sont la proie de dynamiques d'inertie. C'est ça. Oui, elles sont soumises à ce qu'un institutionnaliste pourrait dire un peu un processus ou des forces d'isomorphisme. Donc il y a un processus isomorphiste qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se ressemble. Tout le monde se ressemble, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. Qu'est-ce qui explique ce processus qui fait qu'on n'arrive pas à se différencier finalement, se distinguer? Dans les champs régulés, émergent de façon formelle ou informelle des normes qui acquièrent une espèce de force de loi qui est d'ailleurs le produit des choix, des actions des acteurs et qui à un moment donné acquiert une espèce d'autonomie et une force de loi et qui s'impose en retour aux acteurs. Il y a aussi un certain nombre d'intermédiaires, on va dire, dans le champ qui pousse vers cette normalisation et vers ce mimétisme, les classements et les accréditations et un certain nombre aussi d'autres facteurs. Il n'y a pas que les accréditations et les classements. Il y a aussi, quelque part, les attentes des parties prenantes vis-à-vis des écoles. Donc tout ça, ce n'est pas une conspiration, mais tout ça converge, on va dire, vers un scénario où aujourd'hui, il est plus facile de faire comme le voisin plutôt que de revendiquer une spécificité, une différenciation. Et ceci, finalement, n'est pas propre au champ des écoles de management. C'est un phénomène social qu'on trouve dans beaucoup d'autres sphères. Ce n'est pas propre aux écoles de management, ce n'est pas propre à la France. C'est un phénomène international, avec une fuite en avant, les agences d'accréditation et en recherche notamment, le rôle de la recherche derrière, avec des effets très concrets. L'internationalisation qui est plutôt une bonne nouvelle. L'internationalisation, on reste dans le champ des écoles de management, des business schools. C'est une bonne nouvelle, l'internationalisation. Mais cette internationalisation, elle s'est faite, finalement, elle s'est faite dans un mouvement mimétique. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis entré dans la profession il y a à peu près 3 décennies, on avait les écoles françaises étaient ce qu'elles étaient, mais elles étaient des écoles françaises, on avait des écoles allemandes, on avait des écoles italiennes, et il y avait des écoles américaines, et on voyait bien en quoi elles étaient différentes. Pour le meilleur et pour le pire, je ne suis pas en train de dire c'était mieux hier, mais de fait, ce mouvement d'internationalisation qui lui-même des business schools qui accompagnent la mondialisation des affaires, il s'est fait plutôt dans une quête mimétique du modèle anglo-saxon, même plutôt américain de la business school, pour être beaucoup plus précis. C'est ça le vrai sujet, c'est la domination anglo-saxonne, enfin américaine, sur le monde des business schools. Et quand on regarde ça de là où nous sommes, dans le pays où nous sommes, on se dit de toute façon, à ce jeu-là, on ne peut pas gagner parce que quand vous essayez de mimer quelque chose où il y a déjà de l'excellence, il y a déjà une hiérarchie aujourd'hui dans les business schools américains, une hiérarchie établie, quelque part vous condamnez à être malheureux. J'ai le souvenir de Richard Herry, qui est professeur à HEC Montréal, qui disait sur une voiture, les roues arrière ne rattrapent jamais les roues avant. Oui, c'est une très jolie formule. Du coup, il faut les monter sur un autre véhicule et à l'avant. Alors, quel autre véhicule, justement? Est-ce qu'on peut imaginer un autre véhicule pour sortir de cette fuite en avant et de ce paradoxe d'une innovation qu'on devrait enseigner, sur laquelle on devrait chercher et finalement qu'on ne pratique pas? Moi, je pense qu'il
nous avons besoin d'une bonne phase de problématisation de l'existant, parce que sortir aujourd'hui des prescriptions, la profession n'est pas mûre pour ça. La profession doit prendre d'abord conscience de ce qui l'entoure, des phénomènes qui sont en train de se passer dans notre environnement et qui nous interpellent. Ces phénomènes sont assez nombreux. Premier, c'est la désintégration de la chaîne de valeur. Là où traditionnellement un établissement d'enseignement supérieur et de recherche devait faire de la recherche, de la conception de programmes, de l'enseignement, de l'accompagnement des étudiants, etc., aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on a vu aussi dans l'industrie, un début de désintégration de chaîne de valeur avec des acteurs qui aujourd'hui se positionnent sur des portions de la chaîne de valeur. Et donc, quand vous êtes un acteur établi et que vous êtes plutôt historiquement câblé comme un acteur intégré, aujourd'hui, vous devez vous poser la question. Ça, c'est un des points. Aujourd'hui, avec des dangers potentiels. Avec des dangers, avec tout ce qui va avec. Vous avez aussi, aujourd'hui, dans le même mouvement, vous avez des acteurs qui émergent, qui ont fait irruption dans notre champ, et qui aujourd'hui sont en train pratiquement d'influencer la production, notamment la production pédagogique des établissements. Je pense à Coursera et des acteurs comme ça qui sont en train de revendre à la profession sa production. Des contenus qui étaient sa propre propriété et production. Voilà, c'est quand même une question qui se pose beaucoup. La recherche aujourd'hui, quand même, il y a énormément aujourd'hui d'interrogations sur la recherche, sur l'utilité de la recherche et les conséquences non intentionnelles, mais quand même négatives, de ce mouvement mimétique sur la recherche. Bon, là où nous sommes en France, par exemple, aujourd'hui, ça veut dire quoi? L'académisme et la volonté ou la quête de publier dans le même petit nombre de journaux, ça fait qu'aujourd'hui, la recherche est encore plus déconnectée du réel qui l'entoure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez dans nos business schools françaises des gens qui n'ont absolument aucun rapport avec le monde de la pratique et la vie des affaires du pays. Ils sont trop jeunes d'ailleurs pour l'avoir. Ils sont trop jeunes. Et puis, vous avez surtout aujourd'hui une dévalorisation, par exemple, d'abord de la publication en langue française, ça, bon, voilà. On n'y revient pas. Mais une dévalorisation du livre, oui. Alors que le livre a été et est toujours aujourd'hui peut-être le médium le plus, qui offre le plus de possibilités de créativité et d'innovation. Bernard Pivot dit « ceux qui lisent des livres sont moins cons ». Je crois que je comprends pourquoi il le dit. Et puis, vous avez, en France, on a eu quand même une phase, alors qu'elle n'a pas été longue, mais moi je m'en rappelle quand j'étais encore étudiant, et j'ai été formé d'ailleurs dans cette tradition-là, de la recherche-action. Et la recherche-action a disparu de nos radars. C'est bien ça dont il faut avoir conscience, hein. C'est une disparition. L'uniformité va de pair avec... Faites un parallèle avec la diversité et la diversité biologique. Il y a un rapport, et il y a une posture et un rapport au réel que nous avons perdu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi paradoxalement, dans les business schools, les gens qui ont une capacité d'interaction avec les praticiens ne sont pas forcément ceux qui sont censés écrire dans ce petit nombre de revues que malheureusement aussi personne ne lit. Il faut aussi le dire. Voilà, un point, on ne va pas trouver de solution aujourd'hui. J'ai déjà reçu Aurélien Rouquet pour son appel à la révolte dans la Revue française de gestion. Un point sur lequel il faut réfléchir. Voilà. C'est un point sur lequel il faut réfléchir. Il n'y a pas de solution simple. Ce qu'on peut juste constater, peut-être pour conclure, c'est qu'il y a une espèce de sélection darwinienne qui est en cours. Et on la voit bien aux États-Unis avec un certain nombre de MBA, ou genre de programmes MBA ou de business school de second niveau, de second rang qui ferment ou qui souffrent. Si on continue comme ça, il y aura une petite élite de marques, de marques très puissantes, solides, qui, elles, vont continuer à prospérer contre vent et marée parce qu'elles sont établies. Le reste, derrière, va devoir se poser des questions existentielles très, très sérieuses. Un scénario... pessimiste mais réaliste. Non, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Merci Hamid Bouchiki. C'est moi.